Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. La peur d'être déçue fait que j'ai pas d'attente. Puis c'est pour ça que je dis j'ai pas d'ambition, puis j'ai juste des curiosités, parce que je trouve qu'une ambition, il y a trop de chances que ça réussisse pas. Ça doit faire 2 ans maintenant que j'attends de recevoir Virginie Fortin dans ce podcast. Et bien c'est enfin fait. C'est une de mes humoristes préférées de toute la vie du monde entier. J'avais trouvé absolument fabuleux son premier spectacle du bruit dans le cosmos. Parce qu'en plus d'être très drôle, il est plein d'angles, à la fois intelligent, philosophique et complètement zinzin. Pour ceux qui ne la connaissent pas, alors Virginie Fortin, elle est québécoise, elle vit à Montréal. Mais là, elle a passé quelques semaines en Europe début décembre pour jouer à Montreux et présenter son nouveau spectacle Mes Sentiments en Suisse, en France et en Belgique. Et juste avant sa dernière date européenne au Kings of Comedy Club de Bruxelles, on s'est retrouvés à son hôtel pour parler de pas mal de choses, d'ambition et de nostalgie, de comment elle est devenue humoriste alors que ce n'a jamais été son rêve, de sa carrière de comédienne, de quand elle s'est retrouvée à 1 mois de la première de son nouveau spectacle sans vraiment avoir de spectacle, de l'importance de ne rien faire parfois, de comment on fait quand on a un humour un peu niche, est-ce qu'on doit essayer de se rendre plus accessible, le temps de choper le public, puis se recentrer sur ce qu'on veut vraiment dire, ou est-ce que dès le début on assume qu'on est de niche et on y va à fond jusqu'à ce que le public nous suive. On a parlé aussi de ce qu'elle fait pour ne pas se lasser de son spectacle quand elle le joue énormément et de sa passion pour les petits déjeuners dans les hôtels. J'espère que ça vous plaira. Vu que c'est le nom du podcast, c'est quoi toi ton rapport au doute? Constant, 100% du temps. 100% doute. Et la confiance sur scène, mais à l'extérieur, 100% doute constant. Mais il y a ça vient par vagues, là, en même temps, mais quand j'écris, doute. Il y a parfois quand j'écris, genre, là, j'ai des bonnes idées, puis là, je suis comme, oh wow, ça va être bon, puis je les relis 2 heures plus tard, doute. Quand t'es sobre. Ouais. Non, j'écris sobre, j'écris tôt le matin, moi. Après, des fois, je suis comme, OK, yes, ça va être bon, genre. Là, j'ai hâte d'aller le tester, puis 1 heure avant de le tester, je suis comme, non, je vais retomber sur mes blagues que je connais qui vont bien, tu sais. Mais je suis perma-doute, 100% constant doute. Mais une fois sur scène, il y a le surmoi qui embarque, là, puis là, il n'y a plus de doute. Après, quand les gens rient pas, je suis un peu habitée par le doute, mais il y a vraiment une toute-puissance quand je suis sur scène que genre... Je m'en rappelle pas quand je suis pas sur scène, fait que je suis toujours dans le doute. J'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est... Ah ouais, t'as un peu un truc de blackout comme ça quand t'es plus sur scène de... Ouais, puis je comprenais pas les humoristes qui disaient comme « Ah, moi, dans la vie, je suis timide, mais sur scène, c'est vraiment mon moment. » Puis j'étais comme, on dirait... Moi, je vous crois pas vraiment, là. Moi, genre, je suis socialement apte dans la vie, puis j'ai quand même une répartie dans la vie, puis sur scène, ça reste sensiblement... moi, sauf que au niveau de genre d'arriver puis de donner l'impression que je suis immuable puis qu'il y a rien qui peut me sortir de ma confiance, ça c'est juste Virginie sur scène qui a ça là, tu sais. Genre sur scène ça va, je me sens bien, genre je doute pas. Mais après quand je sors de mes spectacles puis que les gens sont venus voir, genre je suis timide là, je suis gênée, je suis genre des fois, comme, je peux pas aller rencontrer les gens après parce que je suis trop gênée. Je suis comme, ça n'a pas rapport, là. Qu'est-ce que genre, vous êtes venus voir me faire mon petit spectacle, tu sais, je redeviens vraiment juste Virginie dans la vraie vie, là, tu sais. Mais, ouais. Et d'où ça vient? Est-ce que t'as eu ça tout de suite quand t'as démarré la scène? Ce truc de surmoi qui prend le dessus et... Ouais, je pense que c'est mon mécanisme de défense de base, là. De tellement avoir... Parce que, tu sais, moi, je viens du milieu de l'impro, là. Puis en impro, souvent les gens me disaient « Ah, vous êtes bon, vous avez pas peur du ridicule, hein, vous avez pas peur du ridicule. » Puis t'as l'air plus vite con en stand-up qu'en impro. Ouais, ben t'as l'air plus... En fait, c'est que je pense que tout le monde a peur du ridicule. Il y a pas personne qui a pas peur du ridicule. Puis moi, je pense que j'avais tellement peur du ridicule que quand j'ai commencé en stand-up, mon personnage de scène était vraiment sans aucune vulnérabilité possible. Même, tu sais, j'ai commencé vraiment beaucoup planté derrière mon micro, puis ça, c'est une espèce de... C'était comme une espèce de mur, puis de faire le moins de mouvement possible aussi, de dépenser le moins d'énergie possible, parce que je trouve que c'est tellement triste, quelqu'un qui dépense énormément d'énergie pour une blague, mais que ça ne rit pas.
on dirait que le silence est encore plus violent que si t'as juste dit quelque chose. Ouais. Puis que c'est mort. Ouais, il y a un truc de autant faire semblant que ça t'a pas trop coûté. Oui, exact. Comme ça, ouais. C'était ça, moi. C'est de faire comme... Mon personnage de scène, au départ, c'était vraiment pas calculé. C'était juste un mécanisme de défense de faire comme... Moi, ça ne m'atteint pas comment vous réagissez, tu sais. Puis, au fur et à mesure que je suis devenue un peu plus confiante sur scène, là, j'ai réussi à montrer des parts un peu plus... vulnérable, même dans le contenu de mes spectacles, tu sais, de parler de... Au lieu de faire juste des blagues pour faire des blagues, j'ai envie de faire des blagues sur, genre, les choses qui m'habitent réellement, tu sais, les choses que je pense vraiment, mes petites angoisses pour de vrai, tu sais. Alors qu'avant, on dirait que j'avais tellement une pudeur d'ouvrir la plus petite porte vers ma psyché, là, tu sais, que genre, j'étais comme très... comment dire, genre deadpan, là, tu sais. Là, maintenant, je me permets d'être un peu plus vivante sur scène, mais je reviens vite quand même à mon pied de micro, mon micro, puis Virginie calme et tranquille en contrôle, tu sais. Ton nouveau spectacle, ça s'appelle Mes sentiments. Je l'ai pas encore vu, mais c'est quoi les grands thèmes du spectacle? Est-ce que c'est vraiment ce que ça a l'air d'être? Vraiment genre, hey, voici mes angoisses. On va essayer de deviner pourquoi, comment. Ben, c'est drôle, j'ai tellement de la difficulté à expliquer mon spectacle. Là, j'imagine que tu vis les mêmes affaires. Là. C'est impossible, on dirait, faire un résumé de mon show, mais en fait, j'ai appelé ça Mes sentiments au départ pour un peu une blague puis un clin d'œil à genre... n'importe quel humoriste qui prend la parole, peu importe ce dont il parle, c'est ses sentiments par rapport à ça. Ouais. J'ai l'impression que tout ce qu'on vit, les humains, on n'est que sentiments, même ceux qui ont l'air de pas en avoir, c'est parce qu'ils se protègent, ils se protègent de leurs sentiments puis ils veulent pas montrer leurs sentiments. Fait que je trouvais qu'appeler ça Mes sentiments, peu importe ce dont j'allais parler dans le show, ça reste mes sentiments. Je trouve que n'importe quelle chanson pourrait s'appeler Mes sentiments, n'importe quelle toile pourrait s'appeler Mes sentiments parce que ça reste comme tes sentiments par rapport à quelque chose. Après, les grands thèmes du spectacle, je pense que ça passe beaucoup par le temps puis la nostalgie. Là. Moi, dans les dernières années de pandémie qu'on a vécues, j'ai beaucoup vécu dans la nostalgie puis ça m'a fait réaliser que je suis vraiment quelqu'un de nostalgique. Après, encore une fois, c'est une tricherie, là, tu sais, mes sentiments, c'est pas une thérapie, là. Genre, je suis pas là à parler vraiment profondément de moi, là. Je pars de moi pour faire un petit commentaire social tout le temps. Autant du bruit dans le cosmos, ça partait du cosmos justement pour zoomer sur moi, que là, ça part de moi pour dézoomer sur le temps. Mais il y a des blagues, là, je veux dire, c'est plein de blagues. mais ouais, je pense que c'est plus mes sentiments majoritairement créés par voir le temps passer. Pourquoi tu es nostalgique? Je pense que j'ai le luxe d'être nostalgique parce que j'ai eu une enfance heureuse. Ouais. Yay. Mais ouais. Je sais pas. Si je savais pourquoi je suis nostalgique, peut-être que je le serais moins, mais c'est quelque chose chez ma sœur aussi. J'en parle dans le spectacle aussi. Mon père, il nous a énormément filmé quand on était petits. Fait que moi, j'ai accès à beaucoup d'archives de genre mon frère, ma sœur, moi, quand on est petit, mes parents quand ils sont jeunes, la vie d'avant, tu sais. Fait que ça existe encore vraiment beaucoup dans ma mémoire, comme si ça existait encore, comme si c'était encore moi, cette personne-là, quoi, ouais. Puis on dirait que justement, d'avoir eu une famille proche, puis d'avoir eu une enfance heureuse, ça fait que, ouais, je suis vraiment beaucoup accrochée au passé, puis même, mais je pense que tout le monde est un peu nostalgique. Au final, on fait des activités, on fait des voyages, on fait des sorties pour avoir des souvenirs, tu sais. Ils sont cool dans le présent, là, nos activités, mais souvent, on essaye de reproduire le plaisir qu'on a eu dans le passé, là, tu sais. On retourne dans un bon resto, je sais pas, là. Les voyages sont le fun pendant qu'on les vit, mais sont surtout le fun quand on y repense, tu sais. Ouais, moi, la plupart des choses que je fais, je préfère les avoir fait que les faire. Exactement. Fait que c'est ça. Ouais. C'est fou, on fait les trucs pour mourir avec des souvenirs, là, tu sais. Ben, puis c'est dommage, là. Il faut qu'on s'en rappelle aussi quand vient le temps de mourir, mais en tout cas... Et t'es jamais dans le présent, vraiment, genre... essayer de vivre les choses... Oui, je les vis, ça m'arrive, là. Ça m'arrive, je veux dire...
comme là, les 3 semaines que j'ai vécues ici, ça m'est arrivé tellement souvent de faire comme wow, je suis tellement chanceuse, tu sais, je veux vraiment comme saisir le moment, puis j'en reviens pas que je suis ici, puis que je fais ça, puis ça m'arrive. Mais, puis j'en parle aussi dans le spectacle, je vis de nostalgie puis d'espoir, tu sais, le présent dure tellement pas longtemps que c'est facile de vivre dans anticiper ce qui va arriver ou dans ce qui s'est passé, si ça s'est bien passé ou non, tu sais. Mais oui, ça m'arrive. Là, je sais qu'on est supposé vivre dans le présent, mais je suis pas sûre que c'est... Je fais pas comme de méditation pleine conscience non plus. Là. Peut-être que si je faisais ça, peut-être que si je prenais le temps le matin de méditer puis de me faire des souhaits pour la journée, puis encore là, ça reste le futur, mais je sais pas exactement comment 100% vivre le moment présent, genre. Après, c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Là. On est supposé vivre dans le présent, mais j'apprécie toujours plus les choses avant puis après. Puis pendant, je suis contente, mais tu sais, c'est comme quand t'as un rêve, là. Mettons, je sais pas de quoi tu rêvais quand t'étais petite, là, toi. Je sais pas, mettons, là, t'es en tournée avec ton spectacle. C'est quelque chose pour lequel t'as travaillé, puis c'est quelque chose que t'avais envie de faire. Mais une fois que c'est fait, t'as pas le sentiment de plénitude que tu pensais que ça allait te procurer. Ah non, mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué dans à peu près tous, enfin, dans beaucoup de choses que tu fais. T'as toujours l'air de, une fois que t'as fait les choses, te dire, ah, ok, c'était pas si dur, vas-y, je rajoute une difficulté. Exact. Mais est-ce que c'est pas ça tout le monde, un peu? Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent leur confort dans... Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Ouais, en effet, c'est vrai que quand je fais des trucs, j'ai l'impression que je les avais sacralisés, et puis une fois que j'y arrive, je suis comme, ah, c'était que ça. Exact. Mais après ça, il y a une part, j'imagine, d'expérience qui rentre, de maturité, de... Tu sais... Mais ça, tu t'en rends compte que vraiment longtemps après, je pense. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais, il y a des moments, il m'arrive de prendre des moments, faire comme wow, genre. Des fois, je pense à la petite Virginie, justement, qui rêvait, genre, d'être comédienne. Puis je suis contente pour elle plus que je suis contente pour moi, tu sais. Genre, je me dis, elle rêvait de ça. Moi, je l'ai fait, c'est tangible, c'est plus au niveau, genre, du rêve, là. C'est ça, la vie, tu sais. Mais après ça, je suis capable de prendre le moment de constater que je suis chanceuse de vivre de ce métier-là qui est même pas un vrai métier. Là, on joue, là, tu sais, on niaise. Là, mais c'est vrai que je pensais vraiment vivre un moment de grâce, de faire « Wow, j'ai accompli ça! » Sauf que, une fois que c'est accompli, il y a une fierté, mais tu penses déjà à la prochaine activité que tu veux faire, tu sais, au prochain rêve que tu veux réaliser. Puis ça n'a pas besoin d'être un gros rêve, là. Moi, des fois, j'ai juste hâte d'aller manger dans un bon resto, là, tu sais, je veux dire, genre, c'est pas... ça n'a pas besoin d'être un grand accomplissement non plus. C'est un très grand accomplissement, je trouve. Mais il y a un côté aussi, souvent, les rêves dans les faits, tangibles, bah, c'est pas si ouf, quoi. Genre, c'est pas comme dans les films avec une grosse musique et tout le monde qui t'acclame, et donc c'est un peu décevant, qu'au final, t'es juste là. C'est vrai que peut-être que les films nous ont fait croire que c'était vraiment plus cool, vu que, justement... Tu sais, un film, c'est une histoire, puis c'est un protagoniste qu'on voit réaliser son but, mettons. Fait que c'est sûr que ça a l'air plus cool, mais on le voit pas après faire comme, bon, ben, j'ai sauvé Gotham, mais là, non, c'est ça. On le voit pas dans ses petites activités du quotidien, juste faire comme, bon, ben, là, l'adrénaline est redescendue, genre, je vais aller faire l'épicerie, tu sais. Je vais me mettre au lit, regarder une série. Exact, tu sais. Mais après... Moi, je trouve ça quand même... Je trouve ça cool après qu'on en revienne de ce qu'on a fait aussi, là, tu sais, puis qu'on retombe vite, puis qu'on ait une autre idée, un autre projet, tu sais. Genre, moi, je dis toujours que j'ai pas d'ambition, mais j'ai plein de curiosité, puis c'est ça l'affaire, c'est que une fois que j'ai assouvi une curiosité, puis que je suis satisfaite de ça, genre, là, je voulais faire du stand-up, là, maintenant, je fais du stand-up, je continue à faire du stand-up, mais là, je veux jouer, puis là, les opportunités se présentent pour jouer à la télé, au cinéma, tu sais. Là, je le fais, là, je voudrais écrire une fiction à un moment donné, ça va arriver aussi, ce projet-là, mais je sais que maintenant, c'est plate, mais genre, j'aurai jamais le sentiment... Il dure pas longtemps, en fait. Il dure pas longtemps, le sentiment de fierté, d'accomplissement, tu sais. Quand j'ai fait la première de ce spectacle-là, j'étais tellement stressée avant, je comprenais pas pourquoi je faisais ça, j'haïssais tout, genre, ça n'a pas rapport, pourquoi on invite tout le monde nous voir, qu'est-ce qu'on fait, mais après, pendant une journée, le soir, le lendemain, je suis
galvanisée, là, je suis remplie de fierté, je suis trop contente, mais 2 jours après, je suis comme, bon, ben, faut que je fasse ce spectacle-là 120 fois en tournée, là. Tu sais, la vie, c'est moins magique qu'un film, malheureusement, là. Ouais, puis il n'y a pas ce truc de montage. C'est Marina Rollman qui avait parlé qui avait fait l'analogie de, tu vois, le montage de quelqu'un qui apprend un truc et c'est hyper excitant parce que ça dure une chanson et tu vois, et ça nous a bousillé. Elle a tellement raison. C'est ça qui donne l'impression que faire du shopping, c'est vraiment plus cool que c'est aussi parce que dans les films, ils rentrent en cabine, ils essayent plein de trucs, ils ont l'air d'avoir du fun, ça prend 3 secondes, personne se trouve grosse, personne se trouve laide, tout le monde est comme... Yes, l'éclairage est beau. L'éclairage est magnifique. Tu sais, faire le ménage aussi, moi, des fois, là, genre, tu sais, chez moi, parfois, c'est genre, je perds le contrôle puis c'est le bordel, puis là, genre, je m'imagine... rentrer chez moi puis tout ranger, sauf que je l'ai imaginé sur une trame sonore de film où est-ce que passer l'aspirateur, ça allait être super cool, je vais faire ma vaisselle, ça va être super propre, mais j'arrive chez moi puis je suis comme Ouais, puis des fois je trouve le fait de l'avoir imaginé, j'ai la satisfaction, donc j'ai plus envie de le faire. Exact. C'est vrai. Ouais, non, ça nous a bousillé le cinéma, en vrai. Si ton rêve c'était d'être comédienne, pourquoi t'as commencé par l'impro et le stand-up? L'impro, ça reste quand même un vase communicant, je trouve, pour le jeu, là. Tu sais, je trouve que c'est pas loin. En fait, je voulais être comédienne, je prenais les cours de théâtre quand j'étais petite à Boucherville, sur la rive sud de Montréal. Puis, dans mes cours de théâtre, on faisait des cours d'impro aussi. Mm-hmm. Puis là, j'ai commencé à faire de l'impro, puis c'est devenu, genre, une passion, là, tu sais. Puis même jusqu'à longtemps, à l'âge adulte, après ça, j'ai joué longtemps à la Ligue nationale d'improvisation, puis... j'ai ensuite fait des études en théâtre au cégep, là, qui est comme 2 ans avant l'université. Puis, genre, je me suis rendu compte là, que peut-être j'étais pas tant quelqu'un qui pouvait faire vivre des émotions, genre, autre que le rire aux gens. Là. On dirait que j'étais tout le temps le clown. Tu sais, j'étais pas capable de faire la tristesse, j'étais juste capable de faire rire. Puis quand j'essayais de tomber dans les émotions, soudainement, ça devenait drôle. Puis, j'avais auditionné pour les écoles de théâtre aussi, puis j'avais été refusée partout, puis j'ai fini par aller à l'université en littérature, puis je sais pas, c'est juste arrivé, tu sais, comme c'est l'impro qui est resté comme mon activité. Puis là, je jouais à la Ligue nationale d'impro, puis on dirait que ça me satisfaisait. Je jouais dans 4 ligues d'impro à Montréal, j'étais tout le temps, tu sais, c'était débile. Puis à un moment donné, l'impro est devenu confortable, justement, où c'était plus un stress, là, j'étais plus... genre, je vais faire de l'impro. C'était comme, bon, un autre spectacle d'impro. Puis je me suis dit, je vais essayer de voir l'impro en anglais. Puis là, je suis allée à Chicago essayer faire un stage d'impro en anglais. Puis là, même l'impro en anglais, j'étais comme, OK, je suis capable. Ça va. Ça me stresse pas trop. Puis c'est là que je me suis dit, je vais essayer le stand-up, voir. Fait que ça a vraiment juste été pour essayer, là, tu sais. C'était pas... j'ai jamais voulu être humoriste de ma vie, là, tu sais. C'était pas quelque chose que j'envisageais pas en tout. Et mais là, j'ai commencé le stand-up, puis j'ai pas eu ça. Puis là, j'habitais à Toronto à l'époque, puis j'ai pris un cours de stand-up là-bas, puis j'ai commencé à faire du stand-up là-bas. Puis je suis revenue vivre à Montréal. Puis là, j'ai commencé à faire du stand-up dans les bars. Puis là, est arrivé En route vers mon premier gala Juste pour rire, qui est comme... Que t'as gagné? Que j'ai gagné en 2013. Puis là, j'étais comme, dans le fond, peut-être que je voulais pas être comédienne. Dans le fond, peut-être que je savais pas que j'étais juste comme... drôle, là, puis genre l'impro, ça m'a mené à apprendre à faire des blagues, puis là, j'étais comme, je suis humoriste, dans le fond, c'est ça que je fais. Puis là, j'ai commencé à faire la tournée en stand-up, puis un jour est arrivé SNL Québec, Saturday Night Live au Québec, on m'a invité à auditionner pour, je l'ai eu, là, j'ai joué dans des sketchs, et là, de fil en aiguille, les gens m'ont vu en audition pour des comédies dramatiques. Puis là, j'ai eu un rôle dans une série qui s'appelle Trop, qui était vraiment plus un rôle... c'était un rôle dramatique et comique. Là. C'était vraiment une comédie dramatique, mais c'était un rôle comique avec des grandes parts d'ombre là, quand même. Puis là... C'était un personnage qui était bipolaire? Ouais, c'est une fille qui vit avec la bipolarité, puis genre... Puis là, j'étais comme, peut-être que dans le fond, j'étais capable d'être comédienne, tu sais. Mais c'est vraiment ça qui m'a ramené la possibilité de jouer, tu sais. J'ai pas décidé vraiment de faire du stand-up. C'est vraiment l'impro, puis encore une fois, une curiosité pour le stand-up. Puis après ça, ça m'a ramené vers le jeu. Puis là, maintenant, tu sais, il y a des gens au Québec qui pensent que je suis juste comédienne, puis il y a des gens au Québec qui pensent que je suis juste humoriste. Puis il y a quand même aussi des gens qui savent
que je fais les deux, mais je compte, tu sais, là, j'ai ces deux carrières-là, puis je suis super contente, mais je suis surtout contente pour la petite Virginie qui rêvait d'être comédienne, vraiment. Et mais toi, t'as encore du coup des ambitions là-dedans, dans jouer des rôles autres que toi? Ouais, 100%. Moi, c'est genre, c'est super. Je veux continuer de jouer les textes de d'autres mondes, puis de jouer dans des fictions, puis de jouer dans des films, puis de jouer à la télé. Genre, j'adore le stand-up, là, parce que genre, j'adore travailler toute seule aussi, puis j'adore avoir toute la pression, puis que si c'est bon, c'est grâce à moi, mais si c'est de la merde, c'est à cause de moi aussi, tu sais, puis de pas avoir à impliquer personne dans la catastrophe ou dans, genre, le génie, tu sais. Mais, puis j'adore le stress aussi qui vient avec tester des nouvelles blagues, même si il me procure trop de doutes parfois, là. Mais à cause de l'impro, je pense, où est-ce que, tu sais, c'est tellement un truc d'équipe, où est-ce que tu t'es avec tes amis qui te font rire, puis il y a quelque chose de vraiment, je sais pas, j'aime être avec une gang, puis porter quelque chose avec d'autres mondes, puis qu'on travaille tous dans le même sens, puis ça, je retrouve vraiment ça en fiction, tu sais, puis je veux pas, l'impro aussi, j'en ai joué plein de personnages. Après, ça reste plus des sketchs, mais j'aime ça, faire semblant que je suis quelqu'un d'autre. J'aime autant ça, mettre une perruque que juste jouer un personnage un peu plus senti, tu sais. Puis là, de pouvoir, justement, jouer à la télé, puis jouer les textes de quelqu'un d'autre, puis ça me fascine tout le temps de voir tous les métiers, genre, se mettre en œuvre pour porter un même projet, tu sais. Fait que le sentiment d'esprit d'équipe, je le retrouve vraiment... avec les amis comédiens, puis sur les plateaux de tournage, puis le sentiment de devoir accompli, de genre, wow, j'ai eu des idées toute seule chez nous, j'étais allée les défendre toute seule derrière un micro, je le retrouve aussi, puis je sais pas, tu sais, l'ambition, là, l'ultime, c'est que ça continue d'être équilibré comme ça, tu sais, c'est ça mon rêve, genre, je rêve pas plus grand que qu'est-ce que j'ai en ce moment, tu sais. OK. Et qu'est-ce qui est le plus... où est-ce que t'es le plus dans la vulnérabilité entre le stand-up et le jeu? Parce que si le stand-up, c'est ton surmoi qui prend le dessus, et que le rôle, tu te planques derrière quand même, c'est pas moi, où est-ce que tu te retrouves le plus, en fait? Ben moi, je me trouve vraiment plus vulnérable quand je suis comédienne. Ah ouais? Genre, ouais, 100%. En fait, c'est parce que on dirait que je l'accepte, là, cette vulnérabilité-là. Je faisais des blagues avec les amis. Là, quand je suis en tournage, souvent... je suis moins en spectacle. Donc là, je me dis, OK, là, je suis Virginie, la comédienne, tu sais. Puis elle est un peu plus dans le doute, tu sais, parce que ce que je vais faire, c'est... faut que je demande à quelqu'un, est-ce que c'est ça que tu t'attendais de moi, là, tu sais? Il y a un réalisateur, il y a les mots de quelqu'un d'autre. Faut que je corresponde à ce qu'ils attendent de moi, tu sais, faut que fait que c'est ça que je suis tout le temps plus, je le sens que je suis une autre Virginie quand je suis en mode comédienne, là. C'est peut-être un peu, je sais pas si c'est une psychanalyse qu'on est en train de faire en ce moment, mais je me sens vraiment plus fragile, mais après ça, je sens que ça me met quand même dans les dispositions pour jouer, justement, tu sais. Tandis que quand je suis humoriste, oui, genre, je doute, là, tu sais, je doute. Mais je veux pas le montrer, ça. Tu sais, je veux pas que quand je suis sur scène, moi, il y a rien qui me stresse plus quand je suis public que de voir quelqu'un être incertain, là, puis être vulnérable sur scène, tu sais. Puis une vulnérabilité pas contrôlée, là. Tu sais, quand quelqu'un est en train de se planter, puis que ça le genre, déstabilise complètement, moi, je me sens pas bien, je suis pas bien pour la personne. Mais quand quelqu'un se plante un peu, mais reste pas immuable, mais genre, bah, ça l'affecte pas trop. En tant que public, je me sens en sécurité, tu sais. Fait que moi, quand je fais du stand-up, je veux que le public se sente en sécurité, tu sais. Je veux pas qu'il ait peur pour moi, genre. Ouais. Fait que le doute se fait vraiment... Le doute est là, mais je le montre pas, là, tu sais. Je le cache, là, je l'utilise pas. Mais après, tu sais... C'est aussi le doute qui fait, je pense, que je fais toutes sortes de trucs différents dans ma carrière parce que j'ai jamais... tu sais, je voulais être comédienne quand j'étais petite, mais je suis allée faire plein d'autres affaires parce que j'ai trop peur de l'échec, là, tu sais. Genre, je dis j'ai pas d'ambition, sauf que c'est vraiment parce que j'ai pas envie de dire à tout le monde, moi, c'est ça ou rien, puis que ça marche pas. Parce que j'ai peur
que ça échoue. Puis c'est pas pour les autres autant que pour moi. Là. Moi, je me protège. Là, j'essaie de jamais avoir d'attente dans la vie. Tu sais, mettons, j'ai une audition. Si je l'ai pas, là, le rôle, je passe tellement vite à autre chose. Je suis vraiment capable de me dire... Mais c'est un truc que tu te crées ou c'est un truc qui arrive juste comme ça? J'ai aucune idée. Ça, je sais pas. J'ai l'impression que ça arrive juste comme ça, mais je pense quand même qu'il y a une Virginie qui se le crée, là. Tu sais, si on reste dans la psychanalyse, là, genre... J'ai l'impression que ça arrive juste comme ça parce que c'est un mécanisme de défense que je dois avoir depuis longtemps. Là. Ça doit partir de quelque part dans l'enfance. Là, je sais pas. Là. Moi, je suis l'enfant du milieu. Hein, c'est-à-dire que j'ai une petite sœur puis un grand frère. Donc, t'avais même pas toute l'attention. Et t'étais, Alors, genre, indépendance. Puis, en tout cas, fait que sûrement que... Je sais pas. Là, j'essaie de me réparer toute seule tout le temps. Fait que... Je sais pas. J'essaie vraiment... J'ai vraiment une pudeur par rapport à mes attentes. Après, quand j'étais petite, je disais à tout le monde qu'un jour, j'allais jouer dans un film avec Leonardo DiCaprio, tu sais. Ça, tout le monde est au courant, là. Je sais que ça va pas se passer, puis de toute façon, je veux même pas que ce rêve-là se réalise parce que je l'aime plus, là. Mais... You broke up? Ah, ouais, we broke up. Anyway, je suis ben trop vieille pour jouer dans un film avec Léo. Mais non, c'est ça, genre, la peur d'être déçue fait que j'ai pas d'attente. Puis c'est pour ça que je dis j'ai pas d'ambition, puis j'ai juste des curiosités, parce que je trouve qu'une ambition, il y a trop de chances que ça réussisse pas, tu sais. Mais pourquoi alors tu te fourres toujours dans des situations où c'est vraiment dur? Genre, aller jouer au Fringe? Quid? Ouais, au Fringe à Édimbourg, mais genre... Genre, tu joues dans une langue qui est pas la tienne, devant un public qui ne te connaît pas, et il y a 300 spectacles dans les 100 mètres autour. C'est quoi le plan? C'est le divertissement, c'est se désennuyer, c'est apprendre, c'est faire une activité, c'est encore la curiosité, tu sais. Puis la première fois que je suis allée au Fringe à Édimbourg, je performais pas, je suis juste allée voir des humoristes que j'aime, puis j'avais des amis humoristes anglo-canadiens qui étaient là, puis qui faisaient des shows, puis je me suis dit, si eux sont là, je pense que moi, je suis capable d'être là, tu sais. Mais après, je trouve que ça reste sans conséquence, tu sais. C'est-à-dire que quand même que je me pète la gueule là-bas, je suis pas chez moi, il y a personne qui me connaît, au pire, ça se passe pas bien, puis moi, ça sera un apprentissage, là, tu sais. Fait que c'est pas par ambition de, genre, devenir une star au UK, là, tu sais, c'est juste par... Le Fringe, c'est comme une grosse institution, c'est un gros festival, c'est tellement... Tu sais, tu vois les meilleurs spectacles comme tu vois les pires. Tu vois des trucs super inspirants, puis tu vois des trucs super rassurants par rapport à toi, ce que tu fais. Mais je sais pas, c'était vraiment juste pour... C'était par curiosité encore, c'était pour l'aventure, c'est parce que c'est possible, c'est parce que c'est là, c'est parce que c'est un test, parce que j'ai envie, tu sais. Oui, c'est dur, mais c'est pas dur, tu sais. C'est... Ouais, mais il y a quand même... Moi, je vois ça toujours en termes de comment je vais me sentir si ça marche pas. Et je me dis, si je vais me foutre un mois au Fringe et que ça ne marche pas, pendant un mois, je vais devoir vivre avec ce truc de oh putain, il reste 28 jours, il reste 27 jours. Ouais, mais et ça m'est arrivé, j'ai fait une seule fois un mois. Les 2 autres fois, je suis allée 2 semaines. Puis le mois, au début, c'était cool. Au milieu, j'allais à mes shows, j'avais envie de pleurer, tu sais. Parce que des fois, il y a 4 personnes, des fois, il y a 0, des fois, il y a 32, là, tu sais, puis ça marchait. Il y a des fois, ça marchait, il y a des fois, ça marchait pas. Mais pour vrai, là, il y a des moments au milieu du mois où j'étais comme, qu'est-ce que je calisse ici, tu sais. Mais après, encore une fois, quand tu finis, la fierté, la satisfaction, t'es passé au travers, puis, mine de rien, sans t'en rendre compte, tu sais, je peux pas tangiblement te dire qu'est-ce que j'ai réellement appris au Fringe, mais en revenant à Montréal, à chaque fois, je me disais, je pourrais me planter au bordel Comedy Club, là, puis ça va, je m'en fous, genre, j'ai connu pire, là. Puis c'est pour ça que des fois, aujourd'hui, on me dit,
tu sais, je vais faire des plateaux, puis on me dit, ah oui, mais c'est difficile, mais c'est quand même important que tu te frottes à des plateaux plus difficiles. Puis moi, je suis comme, non, là, j'ai plus besoin de ça dans ma vie, genre. Les plateaux difficiles, les épreuves qui font qu'on apprend, qu'on avance. Genre, là, moi, là, je veux parler à des gens qui veulent écouter ce que je dis, là. J'ai pas envie, genre, je suis passée par là. Essayer de convaincre des gens de m'aimer, aimez-moi, tu sais. Puis là, je suis comme, j'ai plus envie de faire ça. Je les ai vécus, les choses difficiles. Mais tu sais, je peux pas te dire exactement pourquoi j'étais allée au Fringe. Il y a une Virginie au mois de janvier qui est comme « Je m'en vais au Fringe à Édimbourg ». Puis il y a une Virginie au mois d'août qui est comme « Pourquoi j'ai fait ça? » Puis il y a une Virginie en septembre qui est comme « Est-ce que je suis fière de l'avoir faite? » Puis tellement fière que j'y retourne l'année d'après, tu sais. J'ai jamais connu un grave succès au Fringe, mais ça m'a vraiment, je pense, aidé à trouver un peu le style d'humour que je développe encore aujourd'hui, là, tu sais. C'est quoi la différence entre la façon dont tu as écrit Du bruit dans le cosmos et la façon dont tu as écrit Mes sentiments? C'est quoi les plus grandes choses que tu as l'impression d'avoir appris entre les deux? La plus grande différence, en tout cas, c'est le temps que ça m'a pris, là. Une des plus grandes différences, c'est-à-dire que Du bruit dans le cosmos, ça restait mon premier spectacle solo. J'avais fait une tournée avec Mariana Mazza avant 45 minutes. Puis ça, c'était une tournée, mais avec des blagues que j'avais accumulées dans les premières années de stand-up dans les comédie clubs. Puis tu sais, ça a été un apprentissage de ce qu'est la tournée. Mais après, Du bruit dans le cosmos, j'ai quand même eu une espèce de 2 ans et demi où j'ai présenté 2 heures différentes que je testais dans des festivals plus alternatifs, justement, comme le Dr Mobilo Aquafest qu'on a créé avec Adib et tout. Ouais, à Montréal, puis aussi le Fringe. Puis donc, sur 2 ans et demi, à peu près, j'ai été capable de rassembler l'essentiel de ce qui est devenu Du bruit dans le cosmos, tu sais. Mes sentiments est arrivé, genre, pendant la pandémie, à un moment où est-ce que j'avais pas fini la tournée de Du bruit dans le cosmos, puis on n'arrêtait pas de reporter les dates. Puis à un moment donné, il me restait genre 4 dates, puis on reportait, puis j'étais comme, mais on annule, on sait pas quand est-ce que ça va réouvrir ou refermer, puis c'était supposé terminer l'année passée. J'ai pas fait mon show depuis 6 mois. On annule, puis je passe à autre chose, puis là... Donc t'as pas eu de fin à ce spectacle? Non, mais ça me dérange pas vraiment non plus. Je suis pas quelqu'un pour les grandes célébrations de fin, puis de... On dirait que ça marque trop quelque chose dans le temps, justement, puis là... Ça me rend triste d'avoir vu le temps passer. Tu sais, je suis comme, Du bruit dans le cosmos, on a fait une captation, puis pour moi, ça a été ça, la fin, tu sais. Mais ensuite, Mes sentiments, là, j'étais comme, OK, je vais l'écrire, mais j'ai eu une année super occupée au niveau, genre, des tournages, puis des affaires de même, donc j'ai pas eu le temps vraiment... Parce que vous avez fait 3 saisons. On a fait 3 saisons, mais c'était même pas trop que je tournais à l'époque. C'était quoi, donc? En tout cas, mais je sais que j'avais pas beaucoup le temps d'écrire. J'avais peut-être écrit un 20-25 minutes de ce qui allait devenir Mes sentiments. Et puis, là, les salles ont commencé à vraiment réouvrir. Puis, tu sais, le milieu du spectacle est ainsi fait. Genre, faut que tu bookes 1 an d'avance pour pouvoir performer quelque part. Puis là, Juste pour rire, t'es comme, OK, mais telle date, tu serais en rodage. Puis j'étais comme, OK, mais j'ai pas de spectacle, là, tu sais. C'est comme, mais c'est là que ça se passe. Fait que c'était au mois de juillet, j'ai fini mes tournages, puis j'avais mon premier rodage le 23 août. En parallèle, j'essayais de roder des trucs au bordel, mais ce que j'ai fait, c'est qu'à fin juillet, de fin juillet à fin août, tous les matins, de 8h à midi, j'allais au café écrire, puis j'ai pleuré au téléphone avec mon agent à faire je sais pas si je vais avoir un spectacle, tu sais, ça allait pas, puis j'étais comme je veux plus que personne m'appelle, je pouvais pas, genre Juste pour rire voulait me faire des meetings de business que genre moi je suis comme ça me coupe la créativité si vous me faites ça. Je veux pas parler de chiffres puis de dates puis genre gérer vos affaires de bureau là, puis moi je vais comme créer là. Laissez-moi être une artiste tourmentée qui crée. Puis après tu sais j'avais pas eu le temps d'écrire, mais genre, tu sais comment c'est, là. Moi, je sais pas si tu fonctionnes comme moi, mais tu sais, j'ai des idées, je prends des notes, j'y pense, puis sans m'en rendre compte, ça germe dans mon cerveau. Puis quand la pression est là, puis quand il faut absolument le faire, mais là, t'as pas le choix, puis ça sort, tu sais. Fait que Mes sentiments, j'avais essayé sur 25 minutes, 30 minutes de base. J'ai finalement écrit un 35-40 en étant super rigoureuse d'aller au café le matin. Puis le 23 août 2021,
j'ai présenté mon premier rodage avec un 35 minutes que j'avais fait au bordel en pièces détachées, puis un 40 minutes que je faisais pour la première fois ce soir-là. Puis après, j'ai eu une vingtaine de rodages où est-ce que le show a pu évoluer. T'sais, j'ai continué à tester des nouveaux trucs tous les soirs, puis à retourner au bordel, tester des numéros en pièces détachées. Puis en janvier, au Québec, là, c'était comme tout avait refermé, mais moi, j'étais genre là, le spectacle, il existe. Ma première, c'est en mars. Que ce soit genre devant 12 personnes avec des masques ou devant 800 personnes avec des masques ou devant... Genre, on fait la première quand même en mars parce que je ne peux pas, là, on peut pas me repousser ça encore, là. Genre, faut que ça existe. Parce que, là, on m'avait tellement stressé pour que le spectacle existe. Le spectacle était là, je sentais que je l'avais. J'étais comme, OK, laissez-moi pas le temps d'être retourmentée puis de rechanger d'idée, tu sais. J'étais comme, il faut faire la première, puis il faut que mentalement, ça soit fait. Puis effectivement, bon, j'ai eu raison finalement parce que tout a réouvert juste à temps. C'est grâce à toi, d'ailleurs. Ouais, en fait, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'il y a eu une 7e vague aussi parce que tout le monde a attrapé la COVID à mon spectacle. Mais non, mais c'est ça. Fait que ça a été 2 méthodes d'écriture complètement différentes. Du bruit dans le cosmos, ça a été lent. On dirait que j'étais comme, la créativité, elle passe et tu la prends quand elle passe et, tu sais, on peut pas rien forcer, mais mes sentiments, j'ai comme pas eu le choix. Puis, j'aime, en tout cas, je l'aime plus que du bruit dans le cosmos, ce spectacle-là, tu sais. Je le trouve meilleur. Genre, je me sens mieux dedans. Fait que je sais pas exactement qu'est-ce que j'ai fait mieux ou pas, mais je pense que juste l'expérience. Tu sais, du bruit dans le cosmos, ça restait quand même mon premier spectacle avec cette espèce de style d'humour que je commençais à découvrir bien à moi, wesh. Mais genre, un peu existentialiste. Un TEDx avec des chutes. Ouais, exactement. Ben, c'est ce que les gens disent. Moi, je trouve que c'est plein de blagues partout. Alors moi, je trouve ça fou. Mais en fait, c'est un humour d'angle plus qu'un humour de punch. Et je trouve ça malade. Enfin, parce que je vois très peu ça. Et que je trouve ça très marrant. Maintenant, c'est le genre d'humour que... comment tu fais? Parce que là, j'ai vu un enregistrement que tu as fait au Fridge à Paris. Oui. Qui m'a donné envie de mourir. Ouais, mais je préfère qu'on n'en parle plus de ça. Mais ouais, moi aussi, ça m'a donné envie de mourir. Ah oui, mais après, je sortais quand même... Je veux dire, ça m'aurait donné envie de mourir si ça avait été le seul plateau que j'avais fait à Paris puis que ça avait été ça la réaction. Mais tu sais, je savais que c'était pas ça la réaction à ce numéro-là, normalement, là, tu sais. Ok, ouais. C'est moi aussi, j'ai fait la connerie d'aller rôder une dernière fois à mon Montreux l'an dernier au Fridge. Et même chose. Je devais faire 8 minutes, j'en ai fait 3, je suis partie, tellement c'était horrible. Ouais, mais tu sais, moi, après ça, j'ai un lâcher-prise incroyable. Je suis comme, bon, c'était de la merde, mais je m'en fous, là, tu sais. Genre, ça m'arrive au Québec aussi, là, de faire, OK, bon, ça, c'était pas mon monde, là, tu sais. C'était pas pour eux que je fais ça. Mais moi, j'essaie quand même, je veux dire, moi, j'essaie d'écrire les blagues qui me font rire, j'essaie d'écrire les trucs qui me font rire, tu sais. Après, ouais, c'est pas punch, mais c'est parce que j'ai l'impression que des fois, on en voit tellement de stand-up que la méthode punch ne me surprend plus nécessairement, tu sais. Ouais. Puis, je sais pas, j'essaie vraiment d'écrire des spectacles qui, moi, me font rire. Après, quand les gens me disent que c'était drôle, mais... ils ont surtout pensé, tu sais, je suis comme, OK, merci. Mais, merci beaucoup. Mais moi, je trouvais vraiment que j'étais vraiment bien conne, là, d'écrire ça, là, tu sais. Genre, mais après, c'est ça, on dirait que moi, mon stand-up, il part de ma vérité puis de ce que j'ai envie de faire, tu sais. Mais quand j'ai commencé, je voulais faire rire. Point. Avec mes idées à moi, mais on dirait que là, maintenant, je veux vraiment faire rire en parlant de ce qui m'habite réellement, là, tu sais. Je choisis pas de faire du stand-up de même. On dirait que c'est ben oui, c'est un choix, mais c'est juste ma vérité, là. Moi, j'écris ce que j'ai envie de faire, tu sais. C'est pas comment je pourrais trouver un angle donc ben je sais pas comment dire, tu sais. Tu sais ça, je vais répéter une 12e fois, j'écris les choses qui moi me font rire, tu sais. Et comment t'as fait au début, parce que
ça doit être dur des fois quand t'es face à un public qui ne s'attend pas à ce genre d'humour. Ouais. Et du coup, comment t'as fait au début? Parce que au début, tout le monde essaye de plaire aux gens, de faire rire et tout quand tu débarques sur des plateaux. Mais il y a deux solutions. Il y a soit tu crées ton public en faisant ce qui te fait marrer et les gens suivront ou suivront pas, ou bien tu pars d'un truc qu'ils vont aimer et petit à petit tu changes vers quelque chose que toi tu aimes. Je pense que ça c'est impossible. Je pense pas que ça c'est viable. Je pense que si tu commences par quelque chose que les gens vont aimer, tu vas te perdre dans l'infini de genre faire les choses que les gens vont aimer. Puis tu dis, tu sais, des gens font comme, là, je fais un premier spectacle très accessible, mais mon deuxième, là, je vais vraiment parler de qu'est-ce que je veux parler. C'est presque impossible à faire. Je pense que j'ai fait l'autre option, là, c'est-à-dire ne jamais lâcher mon idée, puis ça va finir par parler à des gens. Après, c'est sûr que je veux que les gens qui viennent me voir en ne sachant pas qu'est-ce qu'ils viennent voir, je veux être capable de les convaincre qu'ils aiment ça puis que c'est une forme d'humour viable, ce que je fais, tu sais. Parce que moi, je trouve pas que je suis tant extraterrestre non plus, tu sais. Surtout aujourd'hui, dans la multipossibilité des offres en humour, mais... peut-être au Canada, alors, mais en Europe, c'est très... Mais moi, je pense que j'ai tranquillement bâti mon public sans m'en rendre compte parce que, je veux dire, du bruit dans le cosmos... Je pensais pas que c'était une proposition si nichée que ça, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sortaient peut-être en se disant « Oh, c'était pas ce que je pensais ». Mais ça fait que maintenant, ma deuxième tournée, Mes sentiments, ça se passe tellement bien parce que les gens qui reviennent de Du bruit dans le cosmos, ils savent ce qu'ils viennent voir. Puis je pense qu'au final, ça va parler à de plus en plus de gens, cette affaire-là. C'est juste que c'est plus lent, c'est comme une différente progression. Mais moi... ça va, je sais que je suis capable, en impro, je sais que je suis capable de faire rire un peu plus mainstream, là. Je sais que j'en ai fait des sketchs un peu plus convenus. Puis tu sais, je veux même pas dire... Faire rire, c'est difficile, peu importe c'est quoi ton style d'humour, là. Tu sais, moi, j'ai de l'admiration, pour vrai, pour tous les humoristes, même ceux qui font quelque chose que moi, qui ne me plaît pas. Parce que le courage que ça prend d'aller faire rire des gens, tu sais... Fait que je veux même pas faire comme... On dirait, je veux même pas dire, c'est mieux de tranquillement bâtir son public que de parler à plus large. Mais je pense que, moi, parler à plus large puis revenir à plus ciblé, je me serais perdue là-dedans. On dirait que ça a arrêté de me mentir à moi-même. Puis le pire, c'est que j'en ai dans mon spectacle tout le temps des petites blagues qui servent un peu de piège à mieux recevoir ce que je veux vraiment dire, tu sais. Des blagues qui sont plus accessibles puis qui sont plus... qui parlent à plus de monde, là. Puis c'est juste des petits ponts que je veux bâtir parce que je veux pas non plus être comme « Vous ne comprenez rien de ce que je fais car mon humour est tellement niché. » Tu sais, j'ai pas envie d'être cette personne-là. Je veux faire rire le plus grand nombre de gens, mais pas au détriment de ce que j'ai vraiment envie de dire. Je veux pas sentir que je me travestis, là, tu sais, je veux pas sentir que j'altère qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, mais en même temps, je veux donner les clés aux gens aussi pour me suivre, là, tu sais. Puis moi, genre, je trouve ça drôle, une bonne blague de pète de temps en temps, puis une bonne blague de crotte, là, tu sais, je trouve ça drôle, ça me fait rire, mais j'essaie de saupoudrer ce genre de blague-là. Saupoudrer un peu de crotte dans quelque chose qui s'ancre dans quelque chose de plus c'est ça, de plus vrai, là, de ce que j'ai vraiment envie de dire. Et du coup, comment de quoi tu pars quand t'écris? Est-ce que tu pars d'une idée qui est tout à fait sérieuse ou est-ce que tu parles d'un truc que tu trouves un peu bizarre ou un peu marrant? Ouais, je pense que ça part toujours de quelque chose d'absurde, là, d'un non-sens, là, tu sais. Ça part toujours de quelque chose que je trouve qui a pas de sens, mais que on prend tellement pas le temps d'y penser à quel point ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça, l'argent. Ouais, le premier spectacle, l'argent. Mais ouais, j'essaie toujours de partir de quelque chose que on dirait qu'on est tellement habitué de le voir qu'on se trouve ça normal, mais que quand on le déconstruit, c'est vrai que ça devient complètement absurde, tu sais.
Puis je pense que c'est un peu ça, mon style d'humour. Puis c'est un peu ça, l'humour en général. Là. Je pense que l'humour, c'est ça, c'est d'observer quelque chose qui est un peu un non-sens surprenant, là, tu sais. Puis de le souligner. Puis là, ça, tout soudainement, c'est drôle. Après, ça, je veux dire, comme je le dis aussi dans mon spectacle, comme il y a des gens qui sont surpris puis qui trouvent que c'est un non-sens la façon que leur mère utilise leur iPhone. Là, tu sais, ma mère est pas capable d'utiliser un iPhone. Ça, c'est drôle. Alors que moi, c'est pas nécessairement ça qui me cause des surprises, tu sais. Ouais. Après, je sais même pas comment ça arrive. Je prends des notes dans mon cellulaire, je me prends des notes à moi. Il y a des petits moments dans la vie, tu sais, tu vis des expériences, puis là, tu vis quelque chose de différent, puis tu te prends une note, puis quand je réouvre mes affaires, quand je réouvre mon cell, quand je check dans mes cahiers de notes, je fais « Ah oui », puis là, je me mets à y penser pendant 2 heures, puis j'essaie de trouver des blagues là-dessus, tu sais. Après, bon, j'ai essayé d'écrire des blagues. Ça fait 3-4 ans que j'essaie d'écrire des blagues sur les assurances, parce que ça, c'est l'affaire que je trouve la plus ridicule aussi, là, les assurances, tu sais. OK. J'en ai pas vraiment, là. Il y a rien de drôle avec les assurances, mais tu sais, ça partait tout de la prémisse que, genre, les assurances, ils t'assurent juste s'ils peuvent s'assurer qu'ils n'ont pas besoin de t'assurer, là, tu sais. Parce que je trouve que c'est l'arnaque du siècle, là, les assurances. Hein. Genre, je trouve ça débile que tout le monde doive avoir une assurance. Bref. Mais, tu sais, vois-tu, ça, j'ai pas encore... Ça, j'avais lu sur les assurances. Sur le crédit aussi, tu sais, quand je parlais d'argent, je voulais parler du crédit. Puis là, j'ai un peu de blague sur le crédit, mais qui est pas dans mon spectacle. Là, c'est juste dans un numéro que je teste. Sur le crédit. Ouais. Puis, mais non, c'est ça. C'est juste, je sais pas comment ça arrive. Mais on dirait qu'au final, je suis toujours surprise de voir que des idées que j'ai eues à des moments super différents finissent par quand même toutes fitter sur un seul fil rouge presque, tu sais. Des fois, je me dis, oh mon Dieu, comment je vais bâtir un lien entre ce sketch-là puis ce sketch-là, puis finalement, le lien se fait tout seul, puis je me dis, OK, ben dans le fond, c'est normal que mes idées aient des liens, vu que c'est moi qui les ai eues, tu sais. On tourne en boucle sur les mêmes sujets tout le temps, en vrai. C'est ça. On a les mêmes raisonnements tout le temps. Ouais, voilà. Fin. Merci. De la phrase. T'as peur du vide? Dans le temps? Non. Non? J'avais peur du vide. Et comment t'as fait pour plus avoir peur du vide? Tu veux dire... Genre t'as l'air d'avoir tellement de projets en même temps, tout le temps. Ah oui, que j'ai peur du temps libre, tu vois. De pas bosser pendant... J'avais peur du temps libre, mais après, c'est vrai que quand je pense à ma vie, j'ai toujours été inscrite à toutes les activités, là, tu sais. Quand j'étais plus jeune, là, je faisais les cours de théâtre, l'impro, le ballet, le patin, là, tout ça. Après ça, plus tard aussi. Mais j'ai vraiment appris à rien faire. Puis on dirait là, que j'ai plein de projets, mais je te jure, genre, il y a des longs moments là, où je fais rien du tout, là. Puis c'est super. Et tu fais quoi quand tu fais rien? Ben c'est ça, je fais rien du tout. Genre, j'existe. Je me promène, je vais faire des courses, je prends des marches, je vais courir. Là, c'est l'hiver, je vais aller patiner. Il y a des patinoires dans tous les parcs de Montréal. J'ai assez hâte de patiner. Je lis, je cuisine, j'adore faire à manger. Fait que je fais plein de trucs quand je fais rien aussi, mais pour vrai, je suis très capable de, genre, passer la journée à juste vivre, là, aller prendre un café, aller prendre une marche. Mais après ça, c'est toutes des activités qui, sans faire exprès, me font penser à des blagues, là, tu sais. C'est toutes des activités qui réactivent la créativité. Mais non, c'est sûr que, comme, parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il faut faire de l'argent puis payer les factures, tout le monde a peur du vide à un moment donné, là. J'aimerais ça avoir... être indépendante de fortune puis pouvoir faire comme « Ah, moi, je fais rien du tout. » Mais quand j'ai l'occasion de rien faire puis la paix d'esprit financière de rien faire, pour vrai, je suis très capable de dire non à des projets facilement, là. Je suis très capable, je veux dire... Et comment t'as appris ça? Arriver à rien faire? La pandémie, je pense. La pandémie puis mon ex. Mon ex était vraiment bon. C'était comme l'éloge... de la paresse. Ouais. Puis je veux dire, je dis ça avec le plus d'admiration du monde possible. C'est-à-dire que c'est lui qui a raison de faire
on n'est pas obligé de toujours être en train de faire quelque chose, là, ça fait que nourrir la grande roue du capitalisme, puis ça fait juste enrichir ceux qui ont déjà tout, là. Fait que c'est genre rien faire. Mais pour vrai, là, faire un bon repas, là, prendre genre 4 heures pour faire un bon repas, là, moi je pense que c'est mon activité de rien faire préférée, là, tu sais. Genre cuisiner depuis le midi pour le soir, là, ça, là, c'est comme... C'est un vrai petit plaisir, là, tu sais. OK. Genre... Après ça, c'est comme faire quelque chose, mais... Oh, mais c'est pour toi. Il y a Ouais, que pour toi et exact, pour personne d'autre. Exact, voilà. Fait que... Tu sais, oui, je trouve énormément de fierté puis de reconnaissance puis de... Tu sais, le devoir accompli d'en faire des choses, d'en jouer dans des trucs, d'en écrire des affaires, sauf que... Genre... Depuis la pandémie, j'ai appris à vraiment juste comme partir en vélo, partir courir, aller patiner, faire à manger. Puis ouais, je trouve vraiment, vraiment mon plaisir là-dedans. Sauf que je sais que si je faisais juste ça, peut-être ça serait pas assez. Ouais. OK. Toi, t'as peur du vide, toi? Ouais, beaucoup. Mais j'essaye de... En fait, à chaque fois que je suis très occupée, je me dis non, mais c'est bon, ça va s'arranger. Maintenant, j'ai tellement envie de rien faire que dès que j'aurai l'occasion de rien faire, ça va être chambé. Sauf que dès que je pourrais ne rien faire, je vais stresser parce que je fais rien. Mais là, c'est très drôle parce que j'en parle dans mon spectacle de ça aussi. Merveilleux. Eh ben, j'ai hâte de le voir. Je dis exactement ça, que quand on n'a rien à faire, on se trouve quelque chose d'autre à faire parce qu'on est stressé de Ah ouais, mais de ouf. rien faire. Ouais. C'est, du coup, là, je vais accepter full truc pour 6 mois plus tard, et 6 mois plus tard, je serai sous l'eau et je vais me dire, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Mais exact. Mais moi, maintenant, j'ai appris à protéger la Virginie du futur aussi, là, tu sais. Je vois des trucs arriver, puis je suis comme, là, je vais pas être bien, là, tu sais. Mais après, je me rends compte que quand j'ai 12 trucs à faire en même temps, je suis super efficace dans chaque, là, tu sais. Je réussis à bien compartimenter. Puis quand j'ai 2 trucs à faire, je remets tellement à plus tard. Puis moi aussi, des fois, j'ai hâte au moment où je vais rien faire. Mais je l'apprécie vraiment plus quand ça vient après un moment où je faisais tout en même temps, tu sais. Mais c'est vrai que le moment où je fais rien, à un moment donné, je me dis, bon, là, c'est long, là, je pourrais-tu recommencer à faire quelque chose? Ouais, non, je sais pas être en vacances plus de 2 jours. Hein. Après, c'est comme, allez. Ah non, moi, j'ai déjà pris genre 2 mois de congé un été, là. Puis même cet été, je pense que j'ai eu un bon mois. Tout le mois d'août, là, rien fait. Rien fait du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, je m'en rappelle même plus. Non, j'ai rien fait, là. Genre, pantoute. Ouais. Wow. C'était cool. Ah, je sais pas, moi, si j'ai pas une raison de me lever, je me lève pas, tu vois. Ah, moi? Non, moi, je me lève tous les matins super tôt. Et, genre, même si j'ai pas de raison, là, genre... Mais tu fais quoi? Ben, je sais pas, là, genre, je me prends un café, puis je réponds à des courriels, puis je joue du piano, genre. C'est ça que je fais. Puis quand je me réveille tôt, en plus, tu sais, souvent, c'est ça, là, je fais juste des petites affaires d'adulte, genre, les comptes, est-ce que j'ai payé ça? Je vais répondre à mes emails. Puis après, à midi, je suis comme, yes, je peux aller courir puis vivre la vie, genre. J'ai tout fait mes trucs d'adulte. Je sais pas. Je me lève super tôt le matin, même quand j'ai rien à faire. Pour juste prendre un café. Je me couche le soir en ayant hâte de boire mon café le matin. Là. Alors ça, je comprends. Moi, pendant certaines périodes, c'était vraiment le seul truc qui me poussait à me lever le matin, c'était d'avoir un café. Puis là, depuis que je suis en Europe, je me lève le matin pour les petits déjeuners inclus de l'hôtel. Mais genre, j'ai un stress, là. Genre, je me réveille à 7 heures, puis je suis comme, OK, je vais aller prendre le petit déjeuner tout de suite, tu sais, genre. Mais c'est jusqu'à 10 heures. Je sais, mais je le veux tout de suite, Fanny. Je le veux. Non, je veux profiter du petit déjeuner, là. Genre, ce matin, je me suis réveillée. Il était comme 6h30, alors que je me suis couchée à genre 2h. Puis là, j'étais comme, OK, je vais dormir un petit peu, mais dès que je peux aller au petit-déj, je vais au petit-déj. Puis après, je me recouche. Je me recouche une petite demi-heure. Ouais, j'ai toujours peur de tout manquer. Fait que je vais tout de suite. Mais t'aimes bien le rythme de la tournée? Oui, ouais, j'aime bien le rythme de la tournée. Mais moi, par contre, j'ai besoin de mes repos, là, tu sais. Je suis plus jeune humoriste, genre, on joue tous les soirs, puis quand il y a un temps libre, je fais 4 plateaux. Genre, moi, c'est comme 2 plateaux maximum par soir. J'en ai rien à chier de courir à 4 places pour exister devant des gens, là, tu sais. J'ai pas envie de ça. Là, tu sais, j'aime ça avoir mes petits moments de repos, mes petits soirs off. Surtout que des fois, c'est comme du déplacement, puis là, t'es en show tout de suite. Mais
j'aime bien faire mon spectacle, prendre un verre après, petit déjeuner de l'hôtel le lendemain. Puis, mais j'aime le rythme de tournée, mais faut pas que ça soit trop effréné. Puis même au Québec, je dis toujours juste pour rire à mes producteurs, pas plus que 4 shows de suite par semaine. Je vais pas faire plus que 4 shows dans une semaine. Impossible. Je n'ai pas envie d'être cette personne-là. Faites-moi pas jouer mon show 5 fois de suite, je vais me tuer. Genre, j'haïs ça, là, genre, parce que... J'espère que c'est dans le contrat, cette phrase. Non, mais parce que la 5e fois, moi, ça me tente pas d'être là. Fait que je donne pas... Tu sais, c'est ça. Les gens qui sont là, je suis mal pour eux autres. Ils voient la version de Virginie qu'elle a l'impression que ça fait 5 fois qu'elle répète ça, puis c'est pas l'impression, là, c'est la vérité pure. Genre, c'est plus magique, tu sais. T'arrives à pas te lasser de ton spectacle? Oui et non. C'est-à-dire que si je le joue trop souvent de suite, je suis lassée. Mais après, quand j'ai une petite pause, ça va, j'ai hâte de le refaire. Puis aussi, c'est sûr que moi, je le joue pas 300 fois, là, tu sais. Au Québec, les humoristes, ils font souvent des tournées de genre 300 dates. Moi, c'est 100, 120, 125, 130 max. Parce que là, déjà, tu sais, mes sentiments, je le tourne juste depuis mars. Puis je l'aime, puis je l'adore, puis je vais être encore d'accord avec pendant longtemps. Mais, je veux dire, des fois, je retourne au bordel, puis je travaille sur des nouveaux trucs. Puis là, les gens sont comme, qu'est-ce que tu viens tester, t'es pas en tournée? Puis je me dis, ben, on dirait que je veux garder le muscle vivant, là, tu sais. Mais, fait que je me lasse vite des trucs, mais je m'assure de ne pas me lasser de mon spectacle, tu sais. Et quand t'as pas écrit depuis longtemps, tu sens que t'as du mal à t'y remettre? Ben, je sens que j'ai du mal à m'y remettre dans l'action de réellement m'asseoir pour écrire. Mais, une fois que je le fais, je me rends compte que j'avais pas écrit, là. C'était dans mon cerveau quelque part, tu sais. C'était juste pas sur papier. C'était juste pas sur papier, puis j'avais pas été confrontée à genre une date. Tu sais, si je veux vraiment me remettre à écrire, je me book une soirée d'humour, genre de nouvelles blagues, là, dans une semaine, puis là, j'ai pas le choix. Mais si je n'ai pas de raison, un peu comme toi, puis te lever le matin, là, tu sais, si je n'ai pas de raison d'écrire de nouvelles blagues, je le fais pas. Fait que là, faut que je me book un show. Est-ce que je me dis, tu sais, comme là, dernièrement, je me bookais au bordel. J'allais pas aller tester de ce que je tourne dans mon spectacle. C'était complètement contre-productif. Fait que je me book au bordel avec, genre, des nouvelles blagues, là, tu sais, sur lesquelles je travaille en parallèle de ma tournée. Mais ouais. Je pense que même quand j'arrête d'écrire, on continue d'écrire sans s'en rendre compte. Ça, c'est peut-être vraiment le discours d'une paresseuse, là, dans le fond. Là, non, mais je travaille. Non, je travaille. Faut, tu sais, faut rien faire pour travailler. Tu sais, ne rien faire, ça fait que tu vas être meilleur pour faire les trucs plus tard. Puis en tout cas, tu sais, plein d'excuses de procrastination, mais genre... Mais par contre, genre, c'est vrai, là, parce que mes sentiments, je pensais que je l'avais pas écrit, mais quand je me suis, genre, forcé la rigueur d'aller tous les matins au café de 8 à midi travailler, ben, genre, c'était pas des idées que j'avais là, sur le coup, là, c'était juste dans ma marche de chez moi jusqu'au café, je me remémorais les idées que j'avais eues, puis en arrivant, j'écrivais dessus, tu sais. C'est de même que je fonctionne, moi. Attends, j'ai regardé l'heure qu'il est. Ouais, et quelle heure je suis supposée être en spectacle? Il est 18h20, on avait dit 30 plus ou moins, donc... On est dans les temps. On est dans les temps. Comment t'arrives à... Comment je vais dire ça? Je trouve que c'est difficile quand on a la tête dans le guidon, quand on fait beaucoup de tournées, beaucoup de spectacles, beaucoup de tournages, de continuer à grandir en tant que personne et d'avoir le temps pour ça, tu vois. D'avoir le temps d'apprendre des nouvelles choses, de se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit et tout ça. Est-ce que toi, t'as le temps de faire ça? Est-ce que tu fais exprès de le prendre parce que tu sais que c'est compliqué de le caser des fois? Genre, j'ai vu que t'avais genre, t'as repris des cours de portugais ou des choses comme ça. Tu t'es réinscrite à l'université ou... Ouais, ben j'ai pris des cours de portugais pendant la pandémie, mais c'est vrai que, tu sais, on fait un métier genre d'observation du quotidien, là. On est supposé être genre des observateurs de la vie et puis faire des petites blagues là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes que j'observe que leur vie ne correspond plus du tout à la vie de l'être humain moyen.
Genre, ils sont tellement déconnectés. Un jour, puis ça, je m'en suis rendu compte au Québec, j'étais dans une soirée d'humour, puis un humoriste qui raconte une anecdote de lui, de quelque chose qui s'est passé pendant qu'il animait une émission de radio, tu sais. Puis là, je me disais, tu sais, c'est déconnecté, genre, de la réalité que toi, ton quotidien, tu sois rendu à raconter, toi qui animes une émission de radio. Parfait, t'es un super conteur, bravo, les gens vont sans doute rire, mais personne ne te reconnaît réellement dans qu'est-ce que t'es en train de raconter, tu sais. Puis c'est vrai ce que tu dis, que genre, à force que ça soit juste ça la vie, est-ce qu'on vit assez d'expériences humaines pour que notre vie, ça soit pas juste, genre, savez-vous c'est quoi la différence entre une tournée puis un tournage? Tu sais, genre... J'ai envie d'entendre cette chute, franchement. Mais je pense sincèrement que j'ai vraiment le temps de vivre, le genre. Moi, les étés, je les prends off. Là, je fais pas de tournée l'été. Puis je fais quelques petites apparitions dans le festival juste pour rire. Puis après, quand je tourne des trucs, c'est un bloc de 30 jours. Mais après, j'ai la vie, là, tu sais. Ouais, t'enchaînes pas non. les projets. C'est que quand ils sortent tous en même temps, les projets, on dirait que, genre, on est super occupés, mais ça s'est échelonné sur du temps, puis j'ai eu le temps de vivre des trucs, puis de faire des choses. Mais par contre, c'est vrai que je me suis pas encore... J'aimerais ça retourner à l'université, pour vrai. J'en parle depuis longtemps. Puis pendant la pandémie, je m'étais inscrite à des cours en ligne sur Zoom pour finalement réaliser qu'il y avait aucun cours qui me plaisait dans ce qui était offert. Fait que c'est pour ça que je me suis rabattue sur les cours de portugais en direct du Portugal. Mais ouais, là, j'ai quand même des vacances qui s'en viennent. Je sais pas, j'ai le temps de vivre d'autres choses. Je sens pas que ma vie est accaparée par mon travail tant que ça. Vraiment pas. Je sens encore que je vis plus que je travaille quand même. OK. Ouais. Mais, savez-vous c'est quoi la différence entre une tournée et un ton? Merci Virginie. Merci Fanny. J'espère que cet épisode vous a plu. Virginie Fortin est actuellement en tournée dans tout le Québec. Désolée pour les Européens qui l'ont ratée en décembre. Mais en attendant qu'elle revienne, eh bien vous pouvez la suivre sur les réseaux et regarder plusieurs de ses sketchs sur YouTube ou bien checker les séries dans lesquelles elle joue. Il y a notamment Trop qui est disponible sur France TV et Ovio en Belgique. Prochain épisode très bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner aux gens qui doutent, à laisser des avis sur les plateformes et à me suivre sur les réseaux @FannyRuet. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent très bientôt. Des bisous! Et bisous également à Maxime Moitieu qui a mixé cet épisode et composé ce fabuleux générique.